Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. Pour- C'est nous les intrépides. C'est nous les intrépides qui vous racontons des histoires horribles. Oui. Oui. J'aime tellement ça quand les gens nous écrivent genre « Ah, j'écoute vos histoires horribles de meurtre » quand ils font un truc vraiment paisible. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous avait écrit qu'elle se faisait faire les ongles. Ou « Oh non, elle se faisait tatouer. » Ah! Puis elle disait « J'écoutais vos histoires pour oublier la douleur. » J'étais comme, Colin. J'espère que ton tatou est full beau. J'ai oublié son nom, je m'excuse. Elle nous a écrit par courriel. On va se reconnaître. Oui, j'ai dit, tu diras... C'était... Ouais, je pense que c'était sa tatoueuse qui nous avait recommandé. J'ai dit, tu diras merci à ta tatoueuse. Allô, la tatoueuse. Je sais pas c'est quoi ton nom. Je suis trop poche parce que je dis ça puis j'ai pas les noms. En tout cas, bref. T'as-tu un petit shout-out à faire, Hélène, par hasard, pendant oui. que je démêle mes affaires sur mon ordinateur? Oui, j'en ai un. On se rattrape d'un shout-out. Vas-y. Qui dit « Salut les filles, j'ai fait découvrir votre podcast à ma mère en faisant 10 heures de route Québec-Niagara, puis nous avons écouté Le Somnambule en arrivant en Ontario. J'avais déjà écouté l'épisode, mais je me rappelais plus de l'histoire. Dès que nous avons entendu « banlieue d'Ontario », nous avons un peu chié dans nos culottes. Haha. Ça nous a fait bien rire. On espère un shout-out au prochain épisode. Vous pouvez divulguer mon nom. Ah, j'ai pas marqué son nom. Oh non! Non. C'est un shout-out à Hélène. Ah non, il me manque son nom. Ben oui, mais le but d'un... Bon. Bon, c'est un fail. On le coupe-tu au montage? Ouais, je vais le couper. On va recommencer. En même temps, c'est fucking drôle. Je pourrais le laisser. Écoute, je te laisse gérer ça. Je déciderai en Je te faisant laisse le montage. Bon, Mel, tu as un shout-out. J'ai trouvé le nom de la personne qui se faisait tatouer en le bas. C'est Jade. Elle nous a écrit par courriel. J'ai un autre shout-out aussi. Oui. J'ai noté son nom. Bravo. Sophia Shorkey. Je m'excuse si je massacre ton nom de famille. S-H-O-R-K-E-Y. Shorkey. Elle dit « Salut les filles, j'aimerais bien que vous fassiez un shout-out à ma sœur jumelle Rose qui, contrairement à moi, me trouve creepy d'écouter votre podcast avant de me coucher. » Bienvenue dans notre monde, Sophia, parce que je dirais à ta sœur jumelle Rose qu'on est une bonne gang Ouais. à être de même. Puis quand je te dis une bonne gang, c'est beaucoup. C'est oui. Je confirme. Puis qu'on a des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent. Oui. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, Hélène... Oui, t'as une histoire horrible pour nous? Oui, ben vu que t'en as pas fait. Non. D'habitude, on enregistre 2 épisodes de la chute. Ouais. Puis là, Hélène, ça ne tentait pas. J'ai Elle l'a pas eu fait. le temps. Ouais, c'est Mais correct. j'ai fait les 2 dernières. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pour me C'est sauver pour la ça. peau parce que Ouais. moi, j'avais peur. C'est ça. J'ai sauté mon tour. Ouais. Donc, aujourd'hui, je te parle de... Ben, les gens l'ont vu dans le titre. Là, de Alec Minassian, qui est... j'en avais parlé dans l'épisode de la Polytechnique en février, parce qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Incels, que j'ai un petit peu parlé aussi dans la Polytechnique, et que je vais réexpliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Et j'avais dit que j'allais faire un bonus sur ce personnage-là. Puis finalement, j'ai commencé à l'écrire, puis c'est trop... L'histoire est vraiment longue, puis il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, c'est pas un bonus. c'est pas très intéressant, mais en tout cas, bref. Mes sources, le Toronto Star, Murderpedia, que j'adore. Global News. Murderpedia, par exemple, des fois, il y a des affaires pas très exactes. Ah ouais? Ouais. Global News, Radio-Canada, et là, j'ai pas le choix de dire Wikipédia parce que il y a beaucoup de termes que j'ai googlés que mais je des connaissais fois, pas. ça prend Wikipédia. Ouais. Merci, Wikipédia. Il y a des définitions que j'avais besoin. Surtout quand on parle du domaine judiciaire, genre les sentences puis les verdicts puis toutes ces affaires-là que je connais. Tu sais, j'ai de la misère encore avec les termes puis tous les avocats nous écrivent tout le temps. Bon, t'as dit telle affaire, c'est pas ça. Donc, j'essaie de googler le plus de choses possible pour avoir la crédibilité et dire les choses qui sont vraies. Écoute. Le plus possible. Donc, mon Dieu, c'était fort, excusez.
Aujourd'hui, on parle d'un homme originaire de Richmond Hill. Richmond Hill? Richmond Hill? En Ontario, du nom d'Alex Minassian. Né en 93, il est décrit comme un homme asocial, très solitaire. Les gens qu'il côtoie pensent qu'il y a une légère déficience mentale qui le pousse à s'isoler, mais rien de confirmé. En 2017, Minassian s'enrôle dans les Forces armées canadiennes. Il commence une formation militaire. Il décide d'abandonner puis de quitter la base après juste quelques mois. Il finit par se trouver un emploi à Toronto, puis il vit tout seul. Il s'isole tellement qu'il n'y a presque aucun contact social dans une journée. Il y a quelques amis, qu'on pourrait quasiment aussi appeler juste des connaissances, qu'il voit rarement. Il se sent toujours à part des autres. Il est comme rejeté par les hommes, mais surtout par les femmes. Est-ce qu'il travaille? Il est juste tout seul dans son appart. Non, je pense qu'il travaille, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur son background, sur sa vie avant, sa tragédie. Fait que voilà, c'est ce que j'ai pu trouver. Un soir d'Halloween, il a été invité à une soirée déguisée à laquelle il a décidé d'aller, ce qui est très rare dans son cas. Sur place, il a aperçu une jeune femme qui était de son goût. Donc, il l'approche, il engage la conversation. Pas intéressée, la fille. Elle se retourne dos à Minassian. Elle entame une discussion avec une autre personne. Ça, il tentait pas. Et là, Minassian, il se sent un peu colérique. C'est encore fait rejeter par une femme. Puis, parce qu'il était encore vierge dans sa vingtaine, c'était comme définitivement pas la première fois qu'une situation comme ça arrivait. Et là, à partir de cette soirée-là, il a commencé à en vouloir à toutes les femmes. Ouais. C'est comme là que, selon lui, c'est lui qui l'a raconté, c'est là que sa rage a comme commencé. Minassian, il passe énormément de temps seul chez lui, devant son ordinateur. Il aime traîner sur des sites comme Reddit, puis 4chan.org, qui est 4... Ouais, 4chan. 4chan, ouais. C'est 2 réseaux sociaux de style forum. Les utilisateurs ils publient des liens, des textes, des images, des vidéos. Puis les autres membres de la communauté commentent, puis discutent à propos de ça. Après de nombreuses heures passées sur ces sites-là, Minassian il tombe sur la page d'un homme du nom d'Elliot Roger. Minassian il voit que Roger, c'est aussi un homme seul, rejeté et frustré. Parce que ses contenus, c'est que ça. Il commence donc à échanger des messages entre eux, il se lie d'amitié. Roger, il deviendra rapidement un idole pour Minassian. Minassian parlera plus tard en interrogatoire de sa rencontre avec Rogers. Et je cite, il dit « On a échangé des messages sur Reddit. Après avoir lu nos publications et qu'on ait jasé, on a appris à se connaître. On s'est trouvé très intéressant parce qu'on a les mêmes frustrations dans cette société. » Ouais, il a trouvé quelqu'un qui vivait les mêmes choses que lui. Exactement. Ouais. Ce qui n'est pas wrong. Non, c'est ça. C'est pas mal. Chercher quelqu'un. Il devait se sentir moins seul à ce quelqu'un de moment-là. seul, tu recherches quelqu'un qui ressent les mêmes choses que toi. C'est vraiment correct. Donc, qui est cet Elliot Roger? Elliot Oliver Robertson Roger. Il est né en 91 à Londres, en Angleterre. Puis, il déménage aux États-Unis, plus précisément en Californie, avec sa famille à l'âge de 5 ans. Il vit une enfance puis une adolescence un peu difficile. Comme Minassian, il a des problèmes avec le social puis il se sent toujours isolé, rejeté. Il a ouvert un compte YouTube à un moment donné, puis un blog du nom de le blog officiel d'Elliot Roger. OK, c'est original. Comme s'il était quelqu'un. Le blog officiel de Mélanie Bouchard. Les sujets principaux de ses vidéos puis ses articles, c'est la solitude, le rejet. Et là, rapidement, son contenu il suscite un intérêt chez plusieurs autres hommes qui se sentent dans la même situation. Les sujets qui sont exploités par Roger sont toujours les mêmes, mais ils évoluent vers des propos un peu plus haineux, surtout envers les femmes. La communauté de Roger a grandi de manière exponentielle, puis il est plus tard nommé comme le père fondateur de l'idéologie incel. Ah ouais, c'est lui. Attends. Je te dis. On dit que c'est le père fondateur, mais il y a une twist. C'est ça. Je pense que je connais la twist. Donc, je parle un peu des incels. Si vous vous rappelez, c'est ça, en février, j'en avais parlé brièvement dans le 2e épisode de Polytechnique Montréal. La raison pour laquelle je l'ai mentionné, c'est parce que ce groupe-là a célébré le féminicide de Marc Lépine, de la Polytechnique Montréal, en publiant un document intitulé, et je cite, « Un soldat et une victime, masculinité, violence et célébration de Marc Lépine par les incels. »
Donc, le mot incel, ça signifie involuntary celibates, donc les célibataires involontaires. C'est en gros une communauté en ligne qui regroupe majoritairement des hommes attirés envers les femmes, mais qui sont toujours repoussés et rejetés par elles. Les membres, ils se disent incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle, ce qu'ils qualifient de célibat involontaire ou inceldom. Les incels, ils clament que le féminisme a rendu la femme moderne trop puissante. Oui. On est trop puissant. Trop puissante. Donc, cette femme moderne-là a trop de choix en ce qui concerne ses partenaires sexuels potentiels. Selon eux, le féminisme fait en sorte que les hommes peu attirants et inexpérimentés, appelés sub-8 dans leur cercle, il y a beaucoup de termes. Ouais. Ils sont laissés de côté puis ils n'ont aucune chance de procréer. C'est le féminisme qui a fait ça. Ils sont sexuellement frustrés puis en colère et ils souhaitent l'asservissement des femmes. Ils développent aussi leur propre langage, comme je l'ai dit. Entre autres, et ça, j'en ai pas parlé dans l'autre épisode parce que ça allait plus dans les détails, mais c'est très drôle. Je vais te montrer une photo. Ils ont 4 catégories de gens dans la population, OK? Je vais te montrer la photo, on va la publier. J'ai hâte de voir les catégories. Je te les montre, puis je te les explique. Okay? Donc, tu as ici le vierge, tu as le Chad, tu as Becky et les Stacy. OK. Stacy's mom. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment les photos, les mimes qu'ils utilisent. C'est eux qui les ont créés. OK. Je les avais jamais vus, clairement. Et bon, clairement, je t'explique. Je suis pas à jour. Donc, le vierge n'est pas à jour dans ton... Dans mon incel. Le vierge, il représente l'incel, carrément. Il a la tête baissée parce qu'il manque de confiance en lui. Il est mince puis il a une peau pâle. Il est considéré comme inférieur à Chad, qui, lui, est fort mais stupide. La description des deux femmes est un peu plus détaillée sur leur site. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. C'est c'est la théorie. C'est pas moi qui décris, c'est vraiment ça. Becky, elle porte des vêtements amples pour cacher ses petits seins et ses petites fesses plates. Encore une fois, pas mes mots. Elle a sur le dos un sac à 5 $, puis ses cheveux sont remontés dans un, entre guillemets, chignon d'intello. OK. Pas mes mots, OK? Parce qu'elle pense que les hommes aiment le look naturel. C'est une femme dite indésirable, éduquée et honnête. Indésirable. Ben, elle a un chignon. Ah oui, elle a un chignon peut être intello. Puis son sac à 5 $. Et la meilleure, pour la fin, Stacy. C'est le pendant féminin de Chad. C'est une femme aux mœurs légères et superficielles. Stacy, elle a un corps naturellement courbé avec de gros seins et de grosses fesses qui donnent aux hommes des érections instantanées. Ça, je vais mettre le site dans la source parce que c'est pas moi, OK? Elle a des longs cheveux blonds majestueux et sexy. Son maquillage est impeccable. Elle porte un sac Gucci à 2000 $ et vit dans le luxe. Fait que t'es soit... T'es un de ces quatre-là. T'es un des deux. Ben, un des deux. Ouais, c'est ton sexe. En tant que... c'est ça. Voilà. T'es un de ces quatre-là. Eh ben... Moi, je serais clairement Becky. Ouais, clairement. non, moi, je suis Stacy. Oui, toi, t'es Stacy. Moi, je suis Stacy. Oh, fuck. Moi, je serais la vierge. OK, donc, trêve de plaisanterie. Et ce qui est ironique dans l'histoire, si j'en viens à ce qu'on disait tantôt, c'est que bien qu'on dise qu'Elliot Rodgers, c'est le père fondateur du mouvement, c'est en fait une femme. Oui, c'est ça. C'est la vraie auteure. Déjà su, ouais. C'est ça, c'est capoté. En 97, Alana, c'est une femme de Toronto qui a créé un site web pour les personnes solitaires qu'elle a appelé les célibataires involontaires. Mm-hmm. À la création du site, c'était un endroit amical où des personnes qui se sentaient rejetées pouvaient partager puis se sentir moins seules. Mm-hmm. C'était ça le but. Ouais, qui est un but quand même très sain. Là, ben oui, je veux dire, c'est très il y a plein de gens qui se sentent seuls. Puis... donc, aujourd'hui appelée la manosphère, la communauté est devenue trop populaire auprès des hommes. Ils ont rejeté les femcels, qui sont les femmes incels, sous le prétexte qu'elles peuvent à tout moment... sous prétexte qu'elles peuvent à tout moment trouver un partenaire sexuel, ce qui rend, selon eux, le célibat involontaire d'une femme impossible. Parce qu'une femme, ça peut juste, selon eux, genre, montrer ses totons puis coucher avec quelqu'un. Ce qui est pas tant fou. Non, mais, tu sais, les sont plus faciles, je sais pas. En tout cas. C'est que... Don't come at me. Donc,
Des nombreuses femcels font quand même partie aujourd'hui du mouvement parce qu'elles disent partager les mêmes sentiments de frustration que les hommes à l'égard du célibat involontaire. Elles souhaitent aussi avoir des relations romantiques puis sexuelles, mais pour une raison ou une autre, elles n'y arrivent pas. Mhm. Bref, communauté bien vivante véhicule quotidiennement des messages de haine qui propagent une violence acclamée par les membres. C'est ça aujourd'hui, les incels. Et là, on se dit qu'ils sont frustrés, sont un peu weird, mais quand même, tu sais, tant qu'ils restent derrière leurs ordinateurs, rien de Ils menaçant. ne font que exprimer leur frustration. Ouais. C'est là que on se trompe. Ouais. Donc, de retour à notre cher Elliot Rodger, vous demandez peut-être pourquoi il a été désigné comme le père de l'idéologie incel, vu que c'est pas lui qui l'a créé. Ouais. C'est parce que c'est le premier à avoir vraiment passé à l'acte au nom du mouvement incel. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait un truc avant, mais vraiment moins... C'était pas au nom des incels, carrément. T'sais, on a juste déduit que c'était ça, pensée, mais il l'a pas avoué. Il a pas dit « je fais ça au nom de ». Donc, c'est pour ça que Rodgers dit le premier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, en gros, le 23 mai 2014? Ça fait pas longtemps. À 22 ans, Elliot Rodger il a tué 6 personnes puis il en a blessé 13 autres avant de se suicider à Isla Vista. C'est à côté du campus de l'Université de Californie à Santa Barbara. En plein milieu de sa tuerie, Rodger il a téléchargé une vidéo sur YouTube. Okay? Qui s'appelait Elliot Rodgers Retribution. Retribution? Mon anglais. Le châtiment d'Elliot Rodger. Okay? Dans laquelle il décrit les détails de son attaque à venir puis les motivations de sa folie meurtrière. Fait que lui, il a tué certaines personnes. Il s'est arrêté. Il a uploadé la photo, il a téléchargé la vidéo sur YouTube, puis il a continué. En s'identifiant clairement comme un incel, il explique que son but, c'est de punir les femmes de l'avoir rejeté, puis de punir les hommes sexuellement actifs d'avoir une vie meilleure que la sienne. Les Chad et les Stacy. Après avoir téléchargé la vidéo, il envoie par courriel un long manuscrit autobiographique. Et quand je dis long, c'est 137 pages. Il a envoyé ça à une douzaine de personnes. Le document s'appelle My Twisted World, donc Mon monde tordu. Puis là-dedans, il décrit son enfance, ses conflits familiaux, sa frustration de ne pas pouvoir trouver de blonde, sa haine des femmes, son mépris pour les minorités raciales, puis les couples interraciaux, et ses projets de meurtre. J'ai lu, j'ai pas lu les 137 pages, il est public, le manifeste. Mais c'est vraiment comme structuré, tu sais, ça part, c'est genre de ma vie de 0 à 5 ans. Après ça, il fait 6 à 12 ans. Genre. Après ça, c'est 13 à 15 ans. Tu sais, c'est super détaillé, puis il parle de toute sa vie. C'est vraiment, c'est quelque chose. Ce document-là, appelé le Manifeste, il deviendra une bible dans la communauté incel, puis Elliot Rodger demeurera une idole que les incels appellent le gentleman suprême. Pour avoir tué du monde. Ouais. Et je pense que c'est lui qui s'est proclamé le gentleman suprême parce qu'il dit dans son manifeste. Plus tard, en interrogatoire, Minassian il dit que la dernière fois qu'il a parlé à Rodgers, c'est le 20 mai, donc 3 jours avant son attaque, puis sa mort, parce qu'il s'est suicidé après ça. Voici ce que Minassian a dit. Il m'a dit qu'il devait partir, qu'il était en mission très importante, qu'il ne pouvait pas revenir vivant. J'avais une idée de ce qu'il prévoyait, mais je voulais pas le savoir. Je pense que c'était vrai à l'époque. Je lui ai donc dit que je lui souhaitais bonne chance. Et dans son interrogatoire, il y a un détective qui l'interroge, qui demande ce qu'il a pensé à ce moment-là. Et Minassian, il répond « J'ai pensé que le roi avait compris que c'était la mission qu'il devait accomplir. Je me suis senti fière de lui pour son acte de bravoure. Je commençais à me sentir radicalisée à ce moment-là. » Là, il y a vraiment beaucoup plus d'informations. Tu sais, j'ai vraiment passé vite sur l'histoire de Rodger, Elliot Rodger. Peut-être ça vaudrait un épisode. C'est une histoire en soi, là. Ouais. C'est ça. À suivre. Donc, retour à l'histoire de Minassian. Lui, il vénère déjà celui qu'il considère comme son ami, Elliot Rodger, et maintenant qu'il voit ce qu'il a accompli, ça devient un modèle pour lui. Donc, il lit le manifeste de 107 000 mots de Rodger et il s'identifie tellement qu'il se l'approprie comme si c'était son histoire à lui.
Parce qu'il dit, moi, j'ai la même vie pareil. Mhm. Le manifeste, il devient sa Bible, puis il se promet, à ce moment-là, de continuer le travail de rébellion incel que Roger a commencé. Le lundi 23 avril 2018, 5 ans, en matinée, Minassian y publie un message un peu troublant sur Facebook. Ça va être un peu décousu, mais Mhm. voici ce que ça dit. Soldat recrue de l'infanterie minassienne, son numéro, souhaitant parler au sergent Fortune, s'il vous plaît. Il y a d'autres chiffres. Il dit « La rébellion Incel a déjà commencé. Nous allons renverser tous les Chad et les Stacy. Saluons le gentleman suprême, Elliot Roger. » Une chance que tu as expliqué tout ça avant parce que j'aurais rien compris. Ben, c'est Mais ça. là, avec toute ton explication, ça, J'avoue, on comprend tout ce qu'il dit. Ouais. Ah, j'avoue. Bravo. Merci. C'était clair, je suis Ouais. contente. Ensuite, aux alentours de 13h cette journée-là, Minassian, il se rend dans un centre de location de véhicules Ryder pour aller chercher une camionnette de 10 pieds qu'il avait réservée à peu près un mois plus tôt. À ce moment-là, il se dit, et je cite, « C'est la taille moyenne parfaite pour m'en servir comme arme. À 13h20 à peu près, il est au volant sur la rue Yonge dans le quartier des affaires de North York à Toronto, en Ontario. Il n'a pas visé ce quartier-là en particulier, mais quand il a vu que c'était vraiment achalandé, il a décidé d'y aller. On s'entend qu'un lundi, à l'heure du lunch, dans le quartier des affaires de Toronto, c'est occupé. Bouge, ouais. Il y a du monde. Donc là, il pense à lui-même pendant qu'il conduit, il se dit « Ça y est, c'est le jour du châtiment. Minassian, il se rend à l'intersection de l'avenue Finch, toujours et Young, toujours au volant de sa camionnette de location. Et les piétons, ils ont commencé à trouver le conducteur un peu étrange parce qu'il se met à rouler sur les trottoirs. Ce qu'il faut savoir que sur cette rue-là, c'est que les trottoirs sont vraiment, vraiment, vraiment larges. Donc, c'est facile pour une voiture de circuler. Quand même, il y a beaucoup d'espace. Ouais. Minassian, il aperçoit des piétons sur le trottoir droit devant lui. Il appuie sur la pédale de gaz, heurte un piéton, puis il continue son chemin en détruisant tout sur son passage. Les bancs, les abris d'autobus en verre, les panneaux de signalisation, tout. Il continue sa route à toute vitesse sur à peu près 2,2 km. Il faut savoir que la rue Yonge, je ne savais pas, mais c'est une des plus longues rues au Canada. Je ne savais pas non plus. Fun fact. Après avoir flappé plus de 20 personnes, il finit par s'arrêter au sud de la rue Shepherd. Tout le monde sur place est figé, le regarde. Il y a plusieurs personnes témoins de la scène qui prennent étrangement des photos qui font circuler sur Twitter. Oh my God. Sur certaines photos, on voit du sang sur les trottoirs, des civils qui tentent d'aider les victimes gisant sur le sol. Horrible. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça, mais... Là, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de témoins, on s'entend. Donc, il y a beaucoup d'appels qui ont été faits au 911, disant qu'il y a un conducteur fou. Et donc là, la police est en route vers la scène du crime, mais pour l'instant, là, c'est pas clair qui était sur les lieux. Il y a certaines personnes... C'est un agent de police qui s'appelle Ken Lamb. Mais ce qui est pas clair, c'est qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'était un agent de circulation qui était là. Mais quand Minassian, il parle de ce qui s'est passé, il dit « J'ai vu la voiture de police arriver, puis il y a un homme qui est débarqué. » Donc, c'est pas très clair, mais en tout cas, l'histoire reste la même. Ouais. Il y a un policier. Il y a un policier. Minassian sort de sa camionnette, et là, le policier pointe son arme sur le suspect, puis il tente de lui parler. Minassian, il dit qu'il y a une arme dans sa poche, puis qu'il n'a pas peur de l'utiliser. Donc, Ken Lam lui répond « Ben, c'est vous, je m'en fous que vous ayez une arme. » Minassian, il demande à l'agent de lui tirer une balle dans la tête. À ce moment-là, Minassian, il avait juste une idée, il voulait mourir. Son plan, c'était de faire en sorte que le policier lui tire dessus parce qu'il voulait pas se suicider. Donc, il dit qu'il y a une arme dans sa poche. Ce que Lem, il sait pas, c'est que Minassian, il est pas armé pour vrai. Ah, il voulait juste faire croire pour se faire tirer. Exactement. Donc, ce qu'il remue dans sa poche, c'est son portefeuille. Son but, à ce moment-là, c'est d'effrayer le policier, de paraître dangereux pour que lui, il tire dessus. Donc, il met sa main gauche 2 fois dans sa poche pour faire bouger son portefeuille pour faire réagir le policier. Et plus tard, il dira en interrogatoire, et je cite, il dit « Je voulais acheter un pistolet jouet, mais j'étais un peu parano à l'idée que le magasin de location demande à voir mes poches ou mon sac.
J'ai donc décidé d'être le plus discret possible pour que personne ne se doute de rien. C'est comme si une voiture de location aurait le droit de fouiller tes affaires. En tout cas, c'est une bonne affaire, là, mais... Ouais. Malheureusement pour Minassian, son plan ne fonctionne pas. Hmm. Donc, à 13h32, l'homme il réussit à s'approcher de lui, l'attrape, le jette contre la camionnette pour ensuite lui passer les menottes. Tout ça sans jamais tirer un coup de feu, on s'entend. Et, Bravo, policier. oui, mais tout le monde, calme. Puis, tout le monde parle de la bravoure de cet homme-là parce qu'il a parlé, puis apparemment, il était gentil avec lui. Puis genre, Pendant son arrestation, Minassian, il prend le temps d'expliquer à l'agent que c'est un incel, puis que cette attaque, c'est la continuation d'une rébellion incel qui avait été commencée par Elliot Rodger. Donc lui, tu sais, vraiment, il dit, c'est au nom de ça que c'est clair. Ouais. Minassian est ensuite emmené à la 32e division où il fait l'objet d'une enquête menée par la Brigade des homicides. Au total, il a tué 10 personnes, dont 9 femmes. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Non, c'est sûr qu'il visait plus les femmes. Exactement. Et il a blessé 16 autres personnes. Il sera détenu jusqu'à son procès. À ce jour, il s'agit de l'attentat à la voiture bélier, le plus meurtrier de l'histoire du Canada. T'avais-tu déjà entendu ça, voiture bélier? Oui. Moi, j'avais jamais entendu ça. Oui, quand il en parle aux nouvelles de ces affaires-là, c'est... Ouais. Attentat à la voiture bélier. Bon, en tout cas, s'il y en a qui vivent en dessous d'une roche comme moi, je vais... Wikipédia, tu vas m'aider avec ça. La définition d'une attaque à la voiture bélier. Donc, une attaque à la voiture bélier, c'est l'utilisation d'un véhicule à moteur conduit sur la façade d'un bâtiment afin de la démolir pour y pénétrer et y commettre un vol. Une voiture bélier peut également être utilisée comme une arme par destination, par exemple, lors d'un attentat contre une foule. Voilà. C'est une attaque à la voiture bélier. Moi, j'avais jamais entendu ça, OK? Donc, 3 heures après son arrestation, Minassian a subi un interrogatoire de 4 heures, dont l'audio et la vidéo ont été rendus publics. C'est le détective Rob Thomas qui a eu la tâche de le faire parler et de tirer le plus de détails possible. Donc, moi, à mon avis, il a vraiment bien réussi parce que Minassian, il a tout avoué puis il donne tous les détails de son plan, ses motivations, le gros kid. Par exemple, le détective il lui demande de parler de sa planification pour voir si l'attaque était préméditée ou pas. Ouais. Donc, il lui répond, je cite, « Pour être honnête, la planification a commencé il y a environ 1 mois. La plupart du temps, je faisais juste y réfléchir, rêver. Donc, en mars, j'ai commencé à penser à des trucs et ça s'est concrétisé à la fin du mois quand j'ai réservé la camionnette sous un faux nom pour l'utiliser comme un outil de rébellion. Il était temps que je tienne tête au Chad et au Stacy. » Il dit aussi qu'à la suite de l'attaque d'Elliot Rodger, survenue 4 ans plus tôt, il sentait qu'il devait terminer le travail, donc la rébellion, que Elliot Rodgers avait commencé. Ensuite, le détective lui demande de décrire son attaque. Voici ce qu'il dit. « Il y a des feux de circulation. Dès que ça passe au vert, je commence à avancer petit à petit. Je me dis que ça y est, je vois tous ces gens, j'appuie sur la pédale. J'accélère pour que la camionnette entre en collision avec eux. Certaines personnes sont renversées, d'autres passent par-dessus la voiture. Je continue à faire ça jusqu'à ce que... Pour être honnête, la seule raison pour laquelle j'ai arrêté mon attaque, c'est parce que le café de quelqu'un a éclaboussé dans mon pare-brise puis j'avais peur d'écraser le véhicule quelque part. Je voulais en faire plus, mais je voyais plus rien. Je venais d'échouer. J'ai donc tourné à droite puis je me suis arrêtée. » Donc, la seule raison pourquoi il a arrêté, c'est parce qu'il ne voyait plus rien. Sinon, il aurait continué. Une chance qu'il y a eu un café dans cette vite-là. Mais en même temps, oh my God, t'as des wipers, je sais pas. Mais à force de rentrer dans des affaires, j'imagine. Parce que quand tu regardes les photos de la camionnette, le devant, il est tout... il est renfoncé puis il scrape. Ben oui, peut-être que les wipers ne fonctionnaient pas. Ah ouais. C'est ma théorie. Enfin, le détective il lui demande si c'est important pour lui que 10 personnes soient mortes aujourd'hui. Et il répond, « J'ai l'impression d'avoir accompli ma mission. » Donc, l'empathie... Zéro de mort. Donc, Minassian fait maintenant face à 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et 16 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Sa défense, non criminellement responsable dû à son trouble du spectre de l'autisme, son TSA. C'est faible. Écoute, il y a une grosse affaire là-dessus. Pour faire un petit rappel, j'ai sorti la définition de la non-responsabilité criminelle. Okay? Avant, on appelait ça l'aliénation mentale. C'est le crime qui a été commis alors que la personne souffrait d'un trouble mental qui l'aurait rendu incapable d'apprécier la nature et la qualité de l'acte
ou de savoir qu'il était répréhensible. Ouais, Donc, de connaître, d'avoir de l'empathie ou de comprendre les effets. En fait, de différencier qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. En fait, qu'est-ce Ouais. qui est genre... Ouais. C'est surtout l'impact aussi que ça va avoir. Mm. Voici le raisonnement de la défense pour plaider la non-responsabilité. OK? Suis-moi. L'avocat il tente de prouver qu'en raison de son TSA, Minassian n'est pas responsable de ses gestes. À cause de son TSA, Minassian n'est pas capable de ressentir de l'empathie, ce qui fait en sorte que il ne sait pas que ses actes sont répréhensibles, donc que ses actes ont causé des risques graves pour la vie. C'est ça, c'est la définition d'un acte répréhensible. Donc, selon l'avocat de la défense, c'est une erreur morale. Ce que ça veut dire, c'est que pour prendre une décision rationnelle, donc pour être criminellement responsable, il faut être conscient des faits qui entrent en ligne de compte dans la décision, dont l'impact qu'on a sur les autres. Ce que ça va donner, les répercussions. Selon la défense, Minassian, pendant son attaque, il n'avait aucune idée de l'impact que ça allait avoir sur les victimes puis leurs proches. C'est ça leur raisonnement. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Ça s'est quand même tiré par les cheveux. Ouais, vraiment. Je veux dire, même si t'as pas d'empathie, tu le sais que tuer, c'est mal. Tu le sais que c'est mal. Selon donc eux, ça marche pas. Autre point... Pourri comme défense. Autre point important qui entre en jeu, c'est le fait que pour réussir à obtenir la non-criminalité, la non-responsabilité criminelle, il faut que l'accusé ait une déficience ou une maladie mentale qui a directement conduit au crime, puis à l'incapacité de prendre des décisions rationnelles. Donc ça, il faut prouver ça. Mm-hmm. Très difficile, on s'entend? Ouais. Le lien avec ce cas-là, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Canada que les troubles du spectre de l'autisme sont utilisés comme défense. Donc là, la juge, elle doit prendre la décision à savoir si elle autorise les TSA à être considérés comme une déficience ou une maladie mentale. Mm. Là, dans les articles que j'ai lus, OK, ça dit que finalement, la juge, elle a tranché, puis elle dit que oui, les TSA, c'est une maladie mentale qui pourrait conduire au genre d'action que Minassian a posé parce que ça affecte et influence la façon de penser. OK. Et là, j'ai fait une petite recherche sur le Centre de ressources de l'autisme et ça dit que l'autisme, c'est pas une maladie mentale. C'est un trouble de neurodéveloppement, c'est-à-dire des altérations du cerveau qui se mettent en place avant la naissance puis qui sont impliqués dans le langage, la motricité, la perception des émotions, les interactions sociales et autres. Donc, depuis 1996, l'autisme est reconnu officiellement comme un handicap et non une maladie mentale. Une maladie mentale, ouais. Donc, en tout cas, mais tu sais... oui, c'est une grosse décision là, de la juge. Là. Parce que tu n'as pas de précédent. Ça a causé un précédent. Ouais. Mais de toute façon, qu'elle ait dit ça ou autre chose, ça ne change rien parce qu'elle a décidé que le TSA de Minassian, peu importe ce que c'est pas un facteur suffisant pour le considérer comme non criminellement responsable de l'attaque. Donc, ça ne change rien, mais je voulais quand même le spécifier. Ouais. Elle spécifie quand même que cette déclaration-là lie en aucun cas les troubles du spectre de l'autisme et la criminalité. Fucking oui, ouais. très important à spécifier. Donc, le procès continue. Et là, il y a des professionnels, un paquet de professionnels qui viennent, qui parlent des antécédents de Minassian, tu sais, que la défense amène. Ils parlent des antécédents de Minassian reliés à son comportement obsessionnel, afin de montrer que son comportement était peut-être influencé par son autisme. Par exemple, ils ont démontré qu'il est obsédé par les meurtres de masse, ce qui a pu influencer dans ses actes. Ils ont aussi parlé de sa motivation par rapport à l'idéologie incel, puis son autre obsession, Elliot Rogers, qui a probablement des grandes influences sur ce qu'il a fait. Oui. Parce qu'Elliot Rogers a fait sensiblement la même chose. Il était dans une auto. Ah, c'était dans une auto aussi? Oui. OK. Ouais, je ne vais pas raconter trop de détails sur cette histoire-là, d'un coup on l'a fait. Ah, ouais. Mais bon. Apparemment aussi qu'au secondaire, ça n'a pas vraiment rapport, mais Minassian aurait avoué avoir sérieusement pensé à commettre une fusillade dans son école. Et... Heureusement, il n'a jamais mis ce plan-là à exécution. Thank God. Malgré ce qu'il a fait, c'est ouais, pas mieux, mais quand même, des enfants. Il a fait une tuerie de masse. Ouais. Voilà. Puis ça faisait longtemps qu'il pensait. Exactement. Minassian a parlé à son thérapeute de sa publication Facebook qu'il avait faite juste avant son attaque. Il a dit, je cite, je voulais quelque chose de simple, de facile.
Oubliez pas que je m'attendais à mourir, puis que les médias allaient s'en emparer. Mm. Les mots les plus importants de ce post sont 4chan, incel et Elliot Rodger. Parce que la notoriété vous donne une identité. En fait, j'utilise le nom d'Elliot Rodger pour pouvoir promouvoir le mien. C'est un peu comme travailler dans une entreprise si votre patron est vraiment célèbre. Tu te vantes de travailler pour lui juste pour augmenter ta notoriété. Mm. Genre ceux qui travaillent pour les influencers. Ouais. On comprend maintenant qu'une autre des motivations de Minassian dans son attaque, c'est de devenir célèbre, Mhm. la notoriété. Donc, verdict. Coupable! Attends. Je vous lis... C'est vraiment compliqué, son verdict. Ah ouais? Je vous lis quelques extraits... Je vous lis quelques extraits de la décision de la juge où elle explique pourquoi Minassian est pénalement responsable. Donc, elle rejette la non-criminalité. Ouais. Non, responsabilité criminelle. J'arrête pas de dire non-criminalité, ça veut rien dire. Comme la notoriété faisait partie des motivations de l'accusé, et ça, je trouve ça vraiment cool, la juge, elle a pris la décision de l'appeler John Doe pendant le prononcé de sa décision. Elle nomme jamais son nom pour pas lui donner... Ouais. Ah. Que je trouve quand même cool. Genre, Mais tu sais, ça sert un peu à rien parce que dans les médias, tu sais, ouais, Alec son nom est Minassian partout, mais... Mais elle est comme, moi, je te donnerai pas cette Exactement. satisfaction-là. Fait qu'elle appelle John Doe tout le long. Je trouve ça vraiment Ah, je long. l'aime. Donc, je te lis quelques extraits. Sa décision est vraiment longue, là. Mhm. Dans un podcast que j'ai écouté, je pense que c'est Doug Putin. Ah, j'ai oublié de le mettre dans mes sources. Sorry. Il lit au complet qu'est-ce qu'elle a dit. J'ai juste pris des petits extraits. Okay? Elle dit « Monsieur Doe savait qu'il était légalement répréhensible de tuer des gens. Il savait également que son projet d'écraser et de tuer des gens constituait un meurtre au premier degré et que s'il était arrêté, il était en prison pour le reste de sa vie. » Donc, il comprenait ce qu'il faisait. Elle dit aussi « Il se fichait de mourir tant qu'il mourait en atteignant la célébrité. » Donc, la notoriété. Il était capable de comprendre l'impact que cela aurait sur ses victimes, des actes répréhensibles. Il s'agissait de l'exercice du libre arbitre par un cerveau rationnel capable de choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est fucking important. Et elle dit « L'absence d'empathie pour la souffrance des victimes, voire l'incapacité d'insister pour quelque raison que ce soit, ne constitue pas un moyen de défense au sens de l'article 16 du Code pénal. » Donc, le fait que tu n'aies pas d'empathie, ça ne change rien. Non, t'es quand même criminellement responsable. Exactement. Donc, le verdict, elle dit la défense n'a pas réussi à établir que M. Doe était incapable de reconnaître que ses actes sont répréhensibles au sens de l'article 16 du Code pénal. M. Doe est pénalement responsable de ses actes. En conséquence, je déclare M. Doe coupable des 26 chefs d'accusation. Ce verdict-là, il a été prononcé en mars 2021. Minassian, à ce moment-là, il avait 29 ans. Et il a donc été automatiquement condamné à une peine de 25 ans de prison ferme, donc la peine maximale. Toutefois, au même moment, il y a un autre procès vraiment important qui a lieu au Québec, celui d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de l'attentat terroriste à la Grande Mosquée de Québec. Alexandre Bissonnette, il a fait 6 morts puis 19 blessés dans son attentat terroriste. On va traiter de ce cas, c'est sûr, éventuellement. Oui. Bissonnette, il a obtenu, lui, la peine. Là, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de le résumer, qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre Bissonnette. Lui, il a obtenu la peine maximale de prison à vie aussi sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ouais. Donc, au Canada, c'est la peine maximale. Le problème qui a été soulevé dans ce cas-là au procès d'Alexandre Bissonnette, c'est le meurtre multiple. Dans le fond, que tu tues une personne ou 20, tu as la même sentence. Il y a donc comme une réduction de peine pour les meurtres multiples, si tu y penses bien. Ouais. Donc, on s'entend qu'on ne peut pas avoir plus que prison à vie, ça c'est clair et net, mais on peut jouer sur les périodes d'admissibilité à la liberté conditionnelle. Donc, dans le cas de Bissonnette, la Couronne a demandé que toutes les peines pour meurtre soient purgées consécutivement pour une période totale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 150 ans. Donc, théoriquement, il n'y aurait juste jamais droit. Mais ça, c'était à cause d'une loi que Harper avait passée. Ouais, tu pouvais avoir plusieurs peines consécutives. Additionnées, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment compliqué. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça va vraiment plus loin que je dis. J'essaie juste de le résumer vraiment rapidement. En gros,
le juge a conclu que la gravité de l'infraction de Bissonnette nécessitait une peine supérieure à 25 ans inéligibilité. Bissonnette a donc été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Mais, rebondissement, c'est allé en appel. Ouais. AVC. Le juge, finalement, grosse affaire, là, mais finalement, ils ont réduit la peine, donc il est de retour à 25 ans. Ouais. Dans le fond, ça a tout servi à rien. Donc, de retour au cas de Minassian, dans le fond, la juge et la couronne y attendaient la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité des peines consécutives dans la cause de Bissonnette, avant de savoir s'ils pouvaient infliger à Minassian une peine plus sévère pour ses meurtres multiples. Donc, puisque l'addition des périodes d'inadmissibilité... les mots sont compliqués. Les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans est officiellement interdite. La juge, qui s'appelle Anne Molloy, j'avais oublié de le dire, de la Cour supérieure de l'Ontario, elle a donc plus la possibilité d'imposer une peine de 250 ans à Minassian, soit le total de 10 peines de 25 ans. Donc, officiellement, le lundi 13 juin 2022, la juge rend sa décision finale. Alec Minassian est condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans. Et il a également été condamné à 20 ans pour les 16 chefs d'accusation de tentative de meurtre qui doivent être purgés simultanément. Donc, ça a comme rien changé, finalement. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est quand même cool qu'il ait attendu de voir. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Juste mettre sur pause, voir s'il y a une loi qui va passer, puis après ça... Ouais. Ben, j'avoue, si c'est dans pas longtemps. Si c'est dans 2 ans, peut-être pas. Non, ben, ça a été rendu, je pense, le 17 mai, la décision pour Bissonnette. Ouais. Puis elle a donné la sentence finale le 13 juin à Minassian. Okay. C'était pas trop long. Ça, c'était vraiment en même temps. Donc voilà. C'était l'histoire de Alec Minassian. Je repensais à genre l'argument que parce qu'il n'y a pas d'empathie, il n'est pas criminellement responsable, genre l'argument de la défense. C'est comme... Fait que tous les psychopathes c'est ça que je pensais sont aussi. non criminellement responsables parce qu'ils n'ont pas d'empathie, voyons, ça n'a pas de sens. Parce que par définition, un psychopathe, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a aucune empathie. Ouais. Comme les AI, l'intelligence artificielle, ils sont pas capables de... C'est la seule émotion qu'ils sont pas capables d'avoir, l'empathie. Ils sont capables d'en avoir d'autres? Oui. Je savais pas. Ils sont capables de... Toutes les émotions sauf l'empathie. Ils sont pas capables de faker. Tu peux pas faker l'empathie parce que tu peux pas connaître quelqu'un puis te mettre à sa place. Ouais. C'est quand même difficile quand c'est petit. Bref, un sujet pour un autre jour. Voilà l'histoire d'Alec Minassian. Ça découle sur tellement d'affaires. C'est sur l'histoire d'Elliot Rogers, sur l'histoire d'Alexandre Bissonnette. Mais voilà. Donc, c'est ça. Un autre frustré contre les femmes. Ouais. Classique. C'est lourd. Ouais, vraiment. C'est lourd. Voilà. C'est sûr que c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide, là, puis qui l'a pas eu, puis que... Non, il est allé la chercher lui-même. C'est juste qu'il n'est pas allé la chercher au bon endroit. Il a trouvé un autre fou, puis qui l'a encouragé. Ben, ça me fait pas. Comme les 3 cocos qu'on vient de publier. Ouais, c'est ça. Tu trouves un autre fou, puis tu te motives, puis voilà. Tu te craques, ouais. Bon, ben, merci pour cette histoire. Ça me fait plaisir. Voilà. Fait que, passez une belle semaine, 2 semaines. Passez une belle 2 semaines. Puis à la bine prochaine. À la bine prochaine. Bye. Bye.